Alors bonjour à tous et merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Bienvenue sur ce panel sur le thème de la diversité et inclusion en milieu de travail. Aujourd'hui, c'est un panel qui est présenté avec la collaboration d'un de nos partenaires, Novo Nordisk. Je suis Véronique Massin, je travaille sur la programmation du groupe Entreprises en santé et sur les partenariats aussi du groupe. Et aujourd'hui, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle activité du groupe, activité de la rentrée. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités du jour, Tammy Cadieux et Davide Conti. Alors, bonjour à tous les deux. Pour faire les brèves présentations, Tammy, vous êtes infirmière clinicienne spécialisée en maladies métaboliques et notamment spécialisée en diabète et obésité. Et Davide, coach professionnel en développement de leadership, de carrière. Et donc, ton activité se concentre dans la sphère de la consultation d'entreprise pour les programmes de diversité et inclusion. Donc, vraiment un spécialiste diversité-inclusion. Avant de poursuivre, je vais inviter tous nos participants à regarder en bas de votre écran. Vous avez un menu d'options sur la plateforme webinaire. Je pense que tout le monde commence à être familier avec les options de Zoom. Vous pourrez en tout cas utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre les questions par écrit. Et on prendra un petit moment à la fin pour prendre une sélection. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Alors, ce panel diversité et inclusion, il s'inscrit dans une quinzaine thématiques qu'on a voulu mettre en place au groupe, qui était longtemps dans les projets du groupe d'ailleurs, depuis de nombreux mois, je dirais. Et puis, le sujet, l'actualité nous a quelque part donné un petit peu raison parce qu'on constate que depuis ces derniers mois, les sujets identitaires, les sujets raciaux, les scandales de harcèlement ont particulièrement occupé l'espace médiatique. Et comme on a pu le lire, le constater, le milieu de travail a été particulièrement touché. Alors voilà, cette quinzaine sur la diversité-inclusion, aujourd'hui, on espère qu'elle va vous apporter des éclaircissements, des éléments de réponse, des pistes à la lumière de l'expertise et de l'expérience de nos deux panélistes. Donc, c'est un peu notre objectif aujourd'hui, puis d'essayer de contribuer à faire progresser toujours les milieux de travail. Si on démarre dans le vif du sujet, on parle de diversité et inclusion, mais finalement, la diversité et inclusion, c'est quoi? Comment on définit ça? Alors, je vais peut-être m'adresser à toi, David, parce que c'est toi le… Qu'est-ce que c'est cette diversité et inclusion dont on parle? Et c'est une bonne question et c'est un bon point de départ, Véronique, parce que c'est vrai, comme tu as bien dit, qu'aujourd'hui, c'est un thème très d'actualité. Heureusement, on en parle et on fait beaucoup, on s'active beaucoup. Mais souvent, il y a un besoin avant tout de définir, en fait, quand on parle de diversité et inclusion, de qu'est-ce qu'on parle? Parce que justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de situations, autant sur la scène des entreprises que sur la scène politique, sociale. On connaît tous ce qui est en train de se passer. Donc, il faut bien s'aligner sur, en termes d'entreprise, en termes organisationnels, quand je parle de diversité et inclusion, dans quelle mesure ça m'impacte comme organisation et de qu'est-ce qu'on parle. Et quand on me pose la question, ou quand j'amène les sujets dans mes conférences ou dans mes activités, j'ouvre toujours avec cette définition et cette distinction. On parle de diversité et inclusion, mais avant tout, il faut prendre en considération qu'on parle de deux concepts qui sont différents, qui sont bien sûr connectés, qui se relient, mais qui ne sont pas la même chose. Alors qu'on a tendance peut-être à mettre tout dans le même panier et faire une même recette. Alors qu'on parle d'ingrédients différents. Et pour l'expliquer, moi j'utilise souvent une définition qui a été cognée par Verna Mears, qui est vraiment une célèbre et illustre personnalité en matière d'activité sur la diversité et l'inclusion, qui dit, je l'ai dit en anglais avant, puis je la traduis en français, diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.
Donc, la diversité, c'est être invité à la fête, au party. L'inclusion, c'est de se faire demander d'aller danser. Et je trouve ça génial et vraiment beau parce que c'est très simple, mais à mon avis, ça illustre parfaitement. La diversité dans une entreprise en termes de volonté organisationnelle, c'est vraiment s'ouvrir et créer un environnement où effectivement on ouvre les portes à avoir des scénarios, des situations, des personnes qui ne sont pas tous faites avec les mêmes formats, mais qui sont diverses. Et ça, c'est très bien. L'inclusion, c'est dire, OK, et maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai cette richesse faite de diversité, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je la nourris? Comment je donne la possibilité autant aux gens de s'épanouir dans leur diversité, autant en organisation de profiter de cette richesse? Parce que ça ne vient pas, l'une ne vient pas automatiquement avec l'autre. C'est comme dire, on ouvre les portes à tout le monde, venez, venez, parfait. Et puis, conformez-vous aux standards. Ben, à ce moment-là, j'ouvre la diversité et puis j'échoue complètement de comment donner aux gens la possibilité. Donc, ça, c'est vraiment le premier point et la chose la plus importante, c'est de comprendre de qu'est-ce qu'on est en train de parler et qu'il y a beaucoup de chemins et d'actions à faire et à prendre qui ne sont pas nécessairement les mêmes, dépendamment de la situation qu'on est en train de vivre. Je fais un exemple très simple. Souvent, dans mes activités en entreprise, première chose, on parle d'embauche ou on parle de personnel. Et donc, je demande souvent au RH, en termes de diversité ethnique, comment se positionne votre entreprise? Ah non, nous, okay. Diversité et inclusion, c'est parfait parce qu'on a un panoplie, on éventail de nationalités différentes, gens qui viennent de partout, c'est parfait, OK. Qu'est-ce que vous avez en place? Quel programme vous avez pour mettre à profit cette diversité? Ah non, ben rien. Non, on les embauche, puis non, ben rien. OK, c'est génial. Donc, vous faites beaucoup, vous êtes actif côté diversité, puis côté inclusion, ça échoue. Et j'utilise cet exemple aussi pour démontrer que ce n'est pas une mauvaise volonté ou ce n'est pas quelque chose fait volontairement négativement. Mais c'est juste que souvent, il faut aller un peu plus en profondeur quand on parle de cette thématique. Il ne faut pas juste s'arrêter à l'élément superficiel. Oh, j'ai des gens qui viennent de toutes les ethnies, j'ai un ratio homme-femme qui est assez bon. OK, et ça, c'est la première étape. Il y en a d'autres à faire. Et c'est là que vraiment un certain accompagnement est nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la première étape. Quand tu me poses la question, on parle de quoi? C'est vraiment avoir cette distinction et cette clarté sur éléments différents et actions différentes qui vont être posées. Ouais, super. Puis c'est vrai que la partie inclusion est peut-être la plus difficile, la plus délicate et on n'a pas forcément les outils pour pouvoir bien tu as faire tout à une fait raison. inclusion. Ouais. Tu as tout à fait raison. Dans tous les cas dans lesquels je travaille ou que j'assiste, c'est la partie la plus difficile parce que c'est celle qui vraiment demande le plus de se mettre en activité, de se mettre en mouvement. Ouais. Comme j'ai dit, la diversité, c'est, dans ma perception, dans ma vision, la diversité, c'est la porte d'entrée. L'inclusion, c'est vraiment comment concrètement je pose des actions. Et c'est sûr que ça demande une remise en question, ça demande des actions, ça demande des investissements, ça demande de l'effort, absolument. Mais les résultats en vaut la peine, absolument. Oui, tout à fait. Alors, on parle d'inclusion, justement, puis moi, je me dis, par opposition à inclusion, Véronique, j'ai été perdue un instant. Inclusion, finalement. Alors, inclusion, j'imagine qu'il y a des... Véronique, on t'a perdu. Oui, Véronique, ton écran est figé. C'est la beauté des lives Internet sur Zoom. Ça veut dire qu'on a tellement de participants. Facteurs.
entreprise. Non, je pense qu'elle ne nous entend pas forcément, mais je sais qu'il y a... Ah, voilà, elle est revenue. Alors, Il n'y a pas de souci. les participants sont toujours là. Oui, on a eu un petit Oui, problème de oui. connexion, mais Je voilà, pense que tout le monde est désormais revenu. habitué. Au niveau Tout va bien. planétaire, ça arrive pas tous les jours. Pas de Donc, souci. on parlait d'inclusion, puis moi, je me disais, voilà, inclusion, exclusion. Les facteurs Oui, d'exclusion, finalement, oui, est-ce que oui. tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est ça qu'on Bien, bien aimerait bien sûr. justement aller travailler, parce qu'il y a un problème là-dessus, sur l'exclusion. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on pourrait se questionner et se poser la question, OK, donc si je n'ai pas de l'inclusion, est-ce que je suis en train de perpétuer de l'exclusion? Pas nécessairement, mais effectivement, quand on parle d'inclusion et exclusion, moi, je mets souvent le point sur les éléments, les facteurs, en fait, qui font en sorte qu'on ne puisse pas avoir un environnement complètement inclusif ou vers l'inclusion, et donc qui, indirectement ou des fois directement, amène à l'exclusion. Donc, notamment, et on en parle souvent et probablement une bonne partie de nos participants ont déjà entendu et sont familiers avec le concept des biais inconscients, les unconscious bias, c'est-à-dire c'est des comportements en entreprise comme dans notre vie personnelle, mais là on est en train de parler spécifiquement dans les contextes professionnels. En entreprise, c'est des comportements dont on n'est pas nécessairement conscient, qu'on perpétue et qui et qui ont comme effet celui de créer de la discrimination, de créer donc de l'exclusion, parce qu'ils empêchent justement ce phénomène organique d'inclure les gens, de les faire sentir effectivement épanouis ou acceptés par rapport à ce qui les rendent différentes. Donc, si on veut, ce qui les rendent dans une dimension de minorité. Parce que finalement, quand on parle de diversité, on est divers par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la normalité? Donc, mais c'est quoi la normalité? Donc, c'est vraiment dire tout le monde peut se sentir effectivement à l'aise, en sécurité, supporté dans son environnement de travail par rapport à la personne qu'on est. Malheureusement, et ça c'est encore là, je suis toujours clair et précis. On ne fait pas exprès. C'est pour ça que c'est des biais inconscients. Mais on a des mécanismes en entreprise qui font en sorte de perpétuer cette façon de faire et on ne le sait pas. Et on pense par exemple au biais de l'affinité. Prenons l'exemple en entreprise d'un processus d'embauche. Okay? Moi, j'étais en RH pendant 14 ans dans ma vie, donc c'est des matières aussi que je maîtrise assez parce que je les ai vécues personnellement. On est en RH, on a un mandat pour embaucher d'un gestionnaire, d'un directeur, on veut embaucher. On a toute une série de skill sets, de caractéristiques qu'on veut, mais aussi, c'est sûr et certain que naturellement, on a la tendance à vouloir recruter des gens qui nous rassemblent, qui rassemblent à l'équipe qu'on a en place. Je suis un directeur marketing, j'ai besoin d'un chef de marque dans mon équipe de chefs de marque. Mais c'est sûr que je reçois le panoplie de candidatures qui sont retenues, mais celles qui correspondent le plus, en fait, à l'ensemble de mon équipe, parce qu'ils ont des études dans des universités similaires, parce qu'ils viennent dans des régions où effectivement la majeure partie de ma population se retrouve. Et ça peut être longue la liste, au niveau racial, au niveau d'études, au niveau de plein de caractéristiques. Donc j'ai cette tendance à vouloir m'entourer des gens qui sont similaires. Et ça, c'est inconsciemment, mais c'est clairement un biais qui va contre la création d'un environnement populé de personnes différentes et donc d'inclure ces gens. Donc, par exemple, un phénomène clairement par rapport à ça, ce serait de se demander, OK, dans les processus d'embauche, en fait, je vais rechercher, par exemple, pendant une entrevue, je vais rechercher, poser des questions spécifiquement pour essayer de trouver les éléments
des différences de la personne par rapport à mon équipe, qui peuvent être intéressantes par rapport à mon poste à l'entreprise. Bien sûr, il faut toujours avoir un lien avec la personne qu'on recherche, mais pas nécessairement rechercher seulement ce qui unifie et qui est égal, mais chercher volontairement la diversité. Ou notre biais inconscient est celui de la conformité, le biais de la conformité. Disons que votre groupe de leadership team doit passer en revue pour les promotions dans les équipes. Donc, on a tout un pool de candidats et on se retrouve et on décide ensemble qui promouvoir, quel talent est identifié ou non. Souvent, et ça, je le dis parce qu'il y a des études, je ne l'invente pas moi, souvent, des personnes auront la tendance à suivre la majorité, donc ils vont s'exprimer par rapport à ce qu'une majorité, d'habitude prédominante, peut-être dit, s'exprime par rapport à ces candidats. Et donc, finalement, là encore, je suis en train de perpétuer quelque chose, une façon de faire, une mentalité qui ne diversifie pas. Alors, un processus à cet égard, ça pourrait être, OK, laissons, avant d'avoir une discussion, une confrontation tous ensemble, laissons que chacun exprime de façon individuelle et privée, par exemple par écrit, ses idées, son jugement, et après, une fois qu'elles sont écrites et qu'on les dévoile, tout le monde en discute ensemble. Comme ça, mon jugement n'a pas été formulé sur la base d'un conditionnement d'autres gens, mais justement sur ma propre idée que je peux avoir formulée par rapport à des candidats qu'on veut promouvoir ou des candidats qu'on veut embaucher. Et la liste peut être longue. Là, je vous en ai nommé deux et j'ai fait deux exemples parce qu'on a évidemment des contraintes de temps, mais c'est juste pour dire, par exemple, dans les interventions que je fais en entreprise, comment on décortique, comment on va cibler et travailler sur justement s'ouvrir et mettre en place des processus, mais on va avant tout se rendre compte de qu'est-ce qu'on est en train de perpétuer comme biais inconscient et comme façon de faire qui ne sont pas là, je le répète, exprès négativement, mais dès que j'en prends conscience, en fait, la perception change et je peux avoir des outils, je peux développer des façons de faire qui vont être différentes et donc qui ne vont plus exclure, mais qui vont inclure. Oui, c'est très intéressant. Et on commence à avoir des questions dans le chat. Alors, je prendrai à la fin. Alors, merci pour ceux qui nous posent ces questions-là. On parle de biais inconscients. On a une petite vidéo à vous partager qui va, je pense, qui est très parlante. Cette vidéo pour Tammy et Davidé, vous l'avez vue. Je pense que quand on parle de biais inconscient, il n'y a pas de meilleure définition que cette petite capsule de quelques minutes. Donc, laissez-moi la partager avec vous. Il y en a pour une petite seconde. Et c'est parti. What's the hardest part of living with obesity? The feeling that I'm being judged, whatever I choose to eat. That nagging sense that I'm an embarrassment to my kids. Stares and people who stare. The look of dread on every passenger next to an empty seat. That first glance that tells me I failed the interview before it's even started. Knowing that I just don't fit in to the seats or life in general. Wondering if I'll ever feel comfortable on a beach. The fear that I won't be around to meet any grandchildren. Actually, the hardest part of living with obesity is people thinking that I brought it on myself. I wish everyone understood. It is so much more than eat less and move more. Obesity is a complex disease. Not a life choice. Let's help change attitudes. Let's lose the weight of stigma.
donne les frissons. Oui, hein, à chaque fois, Voilà. moi aussi. Je l'ai vu un certain nombre de fois, puis je peux vous dire, à tous les deux, ça me fait le même effet à chaque fois. Donc là, effectivement, on est sur un sujet bien précis, on est sur le sujet de l'obésité. C'était le choix qui avait été fait pour faire cette vidéo, d'aller chercher, de parler d'obésité. Mais je pense que beaucoup des commentaires de ces personnes peuvent se retrouver sur beaucoup d'autres sujets que l'obésité. On a vu cette personne qui dit ce premier regard qui lui est adressé lors de son entrevue professionnelle où elle sent déjà qu'elle a échoué à l'entrevue alors qu'elle n'est même pas à peine rentrée dans la salle. Bon, ça peut être pour des gens qui composent avec l'obésité, mais aussi avec tout autre facteur. Donc, on trouvait ça très pertinent de la partager avec vous, Tammy. Alors, toi, on peut se tutoyer, on s'est dit tout à l'heure qu'on allait se tutoyer. Donc, tu travailles au centre métabolique de la Naudière, puis moi, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais, justement, quel est ton rôle dans ce centre-là, comment tu accompagnes les personnes. Puis là, on va rentrer dans la partie vraiment sensibilisation peut-être à une certaine forme de souffrance, justement, du fait que personne souffre d'exclusion. On parlait d'inclusion, d'exclusion. Je pense que toi, tu es vraiment aux premières loges pour nous partager des exemples et ton expérience. Oui, bien, la vidéo, je trouve qu'il explique très bien le vécu de mes patients. Les patients expriment énormément de souffrance derrière le jugement qui est là ou qui n'est pas là, mais qui est présumé être présent. Donc, c'est omniprésent, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 avec nos patients, puis ils l'expriment de toutes sortes de façons. Et oui, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir discuter avec les gens et de pouvoir démystifier un petit peu, puis de leur permettre de voir un peu les choses autrement. Souvent, on entend parler en obésité ou en maladie chronique le rôle important du médecin spécialiste pour la gestion de la maladie compliquée, parce qu'on sait que l'obésité, c'est une maladie chronique, donc une maladie qui est multifactorielle, qui est compliquée, qui touche la génétique, les facteurs personnels, les facteurs environnementaux. Ça touche énormément de sphères. Donc, le médecin spécialiste est très important. On parle beaucoup de nutrition aussi en obésité. Gérer la quantité de nourriture, faire des bons choix, gérer les envies de nourriture. On parle de kinésiologue pour pouvoir aller gérer la partie activité physique parce qu'on sait que ça a des bénéfices à plusieurs niveaux. On parle beaucoup aussi de suivi psychologique pour les changements au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale, donc amener les patients à changer. Mais le rôle de l'infirmière est très méconnu dans l'obésité. J'ai fait mon accréditation mondiale, j'ai fait des formations avec l'accréditation américaine également. Et on parle du rôle multidisciplinaire, mais l'infirmière est un peu oubliée. Alors que je trouve que j'ai le plus beau rôle, j'ai vraiment le rôle de l'intervenant pivot. Celui qui s'assoit avec le patient et qui regarde un petit peu, premièrement, l'impact de la maladie sur mon patient au niveau de toutes les sphères, psychologiques, physiques, travail, famille, vraiment fait le tour là, de la globalité du patient, mais également le rôle de celui qui dit « Parfait, le médecin il vous a suggéré tel traitement, la nutritionniste, telle partie alimentaire, le kinésiologue, cette partie-là. » Là, peut-être qu'ils sont suivis par d'autres spécialistes comme un cardiologue qui dit « il faut arrêter le sel, il faut arrêter le tabac, faut arrêter... » Le patient débarque dans le bureau avec une roulette pleine de recommandations, puis ils ont trop de choses à faire, ils ne savent plus par où aller. Fait que moi, je suis là, puis je leur dis, parfait, on va mettre tous les morceaux du casse-tête sur la table, puis on va en prendre un qui vous touche pour commencer. On va adresser celui-là, puis par la suite, on va les travailler un à un, puis on va réussir à le faire, le casse-tête, ensemble. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent ce temps-là pour dire aux patients, bien, on va regarder ensemble ce qui marche, ce qui ne marche pas. Fait que moi, j'ai la chance de pouvoir dire à mon patient, bien, on va regarder ensemble votre histoire à vous. C'est quoi votre film à vous? C'est quoi les blessures? C'est quoi les événements marquants? Qu'est-ce qui a amené la prise de poids? Qu'est-ce qui a amené la perte de poids, la reprise de poids? Fait qu'on prend le temps de regarder l'historique complet du patient, ce qui nous permet de comprendre la souffrance derrière tout ça au niveau de toutes les sphères là, par rapport aux patients. Il ne faut pas oublier que la médication, que ce soit la chirurgie bariatrique ou la partie alimentaire, les recommandations sont là,
mais s'il n'y a pas de changement de comportement, ben le résultat, il ne sera pas là. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher avec notre patient et de ne pas juger le comportement, mais d'aller voir qu'est-ce qui a amené le comportement. Puis moi, je m'assois avec mon patient, on fait remplir des documents. Parfait, vous avez grignoté le soir. Quand vous avez grignoté, vous étiez où? Avec qui? Étiez-vous seul? Est-ce que vous étiez ennuyé? Avez-vous eu une grosse journée au travail? Est-ce qu'il y avait de l'angoisse? Est-ce qu'il y avait du stress? Est-ce qu'il y avait juste de l'ennui? Fait qu'on prend le temps de regarder ce qui a amené le comportement. Même principe pour l'activité physique. Qu'est-ce qui fait que vous avez jamais le temps? Ou qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de monter l'escalier? Fait qu'on prend le temps de regarder tout ça ensemble avec le patient puis d'adresser les choses une à une pour permettre au patient de vraiment être capable de dire, parfait, on prend un objectif SMART et on essaie d'y aller pour pouvoir augmenter la confiance du patient, son estime de soi, la diminution du stress, de la honte, de la culpabilité, parce que dans la vidéo, ça le mentionne, vous alliez dire quelque chose, mais dans la vidéo, ça mentionnait, les gens ont l'impression que s'ils sont obèses, c'est de leur faute. Ils sont coupables d'avoir fait quelque chose alors que la génétique en est pour une très grande partie. Fait qu'il faut démystifier cette partie-là. Mais alors, effectivement, on parlait aussi de jugement, là, puis j'entends que tu travailles beaucoup sur l'aspect psychologique aussi des personnes avec qui tu travailles. Et puis, d'un point de vue, si on ramène ça au monde du travail, c'est sûr que le monde du travail, on y passe tellement d'heures par jour que je pense que s'il y a bien un milieu où on doit travailler le non-jugement, c'est ici. Comment on fait pour éviter de juger justement les comportements? C'est quoi pour un employeur qui veut aider dans ce sens-là? Ça serait quoi les pistes? Parce que je crois que tu as des exemples hein, Oui. dans le milieu du travail, en entreprise. Tout à fait. Ouais. On commence avec la partie explication de la grossophobie, parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Oui. La grossophobie, c'est défini comme étant la dévaluation sociétale d'un individu en raison de sa corpulence ou de son poids. Donc, quand on dévalorise quelqu'un à considération de son poids, c'est là, et malheureusement, c'est souvent inconscient. Parce qu'on fait les choses par normalisation, c'est présent, c'est omniprésent. Puis quand je donne des conférences ou des formations à d'autres professionnels de la santé et que je leur demande, vous, êtes-vous grossophobe? À l'unanimité, j'ai ben non, voyons donc. Et quand on pose plus de questions, on entend des professionnels encore beaucoup de jugements. Ben, le patient, il a juste à bouger plus, pas à manger moins, ce qu'on a vu également dans la vidéo. Ben, le patient, s'il est gros, c'est parce qu'il ne fait pas attention puis parce qu'il grignote en soirée. Mais il faut aller voir pourquoi le patient grignote derrière tout ça. Puis au travail, c'est la même chose. Moi, j'ai plein d'histoires. J'ai des gens, une dame qui m'a raconté qu'elle avait la tablette du clavier qui lui rentrait dans l'abdomen. Elle dit, c'est épouvantable, je ne suis pas capable, parce que quand je suis allée voir la personne qui s'occupe des bureaux, ils ont dit, écoute, les bureaux sont faits comme ça, sont faits comme ça. Fait que là, elle dit, en plus, je ne rentre pas dans ma chaise de travail, puis mes bourrelets sortent de partout dans ma chaise, je ne suis pas confortable, je m'assois tout croche, j'ai mal dans le dos. Donc, les gens ont tellement peur de jugement qu'ils ne vont pas parler nécessairement. Puis tantôt, Davidé parlait d'inclusion. Bien, l'inclusion, c'est de poser des gestes. C'est peut-être aussi de s'assurer d'avoir des environnements de travail qui sont adaptés aux gens. Dans le médical, on le voit, les patients, des fois, rentrent dans les cliniques, ils ne rentrent pas dans les fauteuils. Nous, on a des fauteuils bariatriques qui vont jusqu'à 850 livres. Fait que mon patient, je sais que s'il s'assoit sur le fauteuil, premièrement, il est confortable. Il n'y a pas de barreau de chaise qui lui rentre dans les côtés. Le patient, on le sait qu'il est capable de rester assis puis que la chaise ne va pas s'éventrer. Donc, ça paraît des fois un peu nono, on n'y pense pas nécessairement, mais ça fait partie des conditions de travail qui vont permettre au patient d'être bien dans son travail. Je vous donne un autre exemple. Une dame qui fait plusieurs fois passe des entrevues pour pouvoir avoir un poste de cadre, donc un poste de direction. Et la dernière fois qu'elle n'a pas réussi encore, elle est arrivée découragée. Elle a parlé avec une dame qu'elle connaît bien dans le comité, puis on lui a dit « Oui, mais tu sais, ton poids, ça paraît pas super bien. » Fait qu'elle m'a dit « Je n'aurai jamais de promotion. » Alors que c'est une femme très intelligente avec les compétences qui sont là, parce que souvent, ça donne une mauvaise opinion. On voit les gens obèses avec un peu de jugement, ils sont paresseux, ils ne se prennent pas en main, alors qu'ils passent leur vie à combattre. Ce sont des gens qui ont une force intérieure extrême. Donc, pourquoi pas aller chercher le positif et pouvoir optimiser au niveau du travail. Je pense que c'est des côtés importants.
Je vous donne un autre exemple. Le vendredi matin, vous faites un meeting, un paquet de gens, puis vous mettez des beignes sur la table. Très gentil, tout le monde mange des beignes. Bien, la personne obèse va se dire, si j'en mange pas, ils vont dire, c'est ça, ils en mangent chez eux en cachette devant nous, ils en mangent pas. Puis s'ils en mangent un, ils vont dire, ben gros, ils mangent des beignes. Fait que dans la tête de quelqu'un qui est obèse, les pensées d'imagination grossophobe sont omniprésentes parce qu'ils ont toujours peur d'être jugés. Vous allez manger avec des collègues au resto le midi, tout le monde prend de la pizza avec de la poutine. Vous vous dites, si je mange ça, ils vont dire, ben c'est ça, elle mange ça, fait que c'est pour ça que son poids est là. Puis si elle mange de la salade, ils vont dire, ben c'est ça, elle mange de la salade juste devant nous, à la maison, elle mange autre chose. Fait que, malheureusement, les gens sont pris psychologiquement dans cette bulle-là et c'est omniprésent même au travail, ce qui fait que les gens ont de l'absentéisme, des idées suicidaires, de la dépression, des douleurs. Ça l'amène au travail une diminution de la performance qui est là, qui est connue. Donc, je pense que c'est important que ce soit adressé, discuté. Fait que je pense qu'il y a plein de pistes de solutions, puis les entreprises vont en être que récompensées parce que si un employé il est bien au travail, bien, premièrement, il y a de la rétention d'employés, ce qu'on sait que c'est difficile, il y a beaucoup de roulement d'employés dans une entreprise. Les gens vont avoir une meilleure estime de soi, donc plus performants au travail, moins de fatigue, plus d'énergie, moins de stress. Fait que ça va être gagnant en bout de ligne d'investir dans notre individu plus que d'investir seulement dans notre société. Si je peux relayer ce que Tammy est en train de dire, c'est absolument vrai. Là, on parle de grossophobie spécifiquement et dans toutes en fait, les actions et les investissements qu'une entreprise peut prendre pour justement combattre des tendances et des actes inconscients qui sont discriminatoires et donc créer un environnement inclusif et ouvert à la diversité. Les entreprises qui vont faire ce genre d'investissement, elles sont repayées, mais beaucoup. Tammy était en train de le dire, en termes de rétention, en termes de fidélisation. Si on regarde au Canada, où on a une pénurie de main-d'œuvre, on n'a plus d'emplois que d'employeurs spécialisés dans certains domaines. Donc, l'enjeu est, je dois pas juste attirer les candidats, mais les retenir parce que demain, ils ont une offre meilleure et je les perds. Mais si je leur donne un environnement de travail où eux, ils peuvent s'exprimer, être leur-même, indépendamment de c'est quoi qui les rend uniques et leur diversité, ils peuvent être acceptés, s'épanouir, donc à s'accepter avant tout eux-mêmes et savoir que l'environnement de travail les accepte, pose des gestes concrets. La chaise, comme disait Tammy pour cette madame, ou plein d'autres situations, dépendamment du cas spécifique, mais c'est sûr que votre employé, oui, il est plus performant, oui, il vit mieux, et oui, il va y penser 2 fois, 3 fois avant de quitter votre entreprise pour aller ailleurs et gagner peut-être juste quelques milliers de dollars avant. Et c'est ça, en plus, que la génération d'aujourd'hui recherche. La génération d'aujourd'hui, heureusement, est beaucoup plus élancée à regarder des éléments et des facteurs en milieu du travail, tels que l'intégration et l'inclusion. Ils veulent et ils prétendent de pouvoir s'exprimer. Après, c'est sûr et certain, il y a toujours des limites, il y a toujours des règles. Je sais qu'il y a beaucoup de RH qui nous écoutent et j'étais en première ligne moi-même. C'est sûr qu'il y a toujours un cadre et des standards à respecter. On n'est pas en train de dire qu'on va vivre dans la jungle. On est en train de dire de donner aux gens la possibilité de leur donner un environnement de travail, eux, où elles se sentent acceptées, elles peuvent accepter et s'exprimer pour les personnes qu'elles sont. Donc, votre investissement, et il y a plein d'études, McKinsey, en 2015, donc on parle d'il y a 5 ans, pardon, avait fait une étude sur la diversité, Diversity Matters. Et il démontrait, chiffres à la main, les entreprises qui font des investissements dans des programmes de diversité de genre, donc hommes-femmes, ont 15% plus de chances d'être susceptibles de meilleurs résultats financiers des entreprises dans leur même milieu, donc les compétiteurs. Et celles qui investissent dans des programmes de diversité raciale, donc ethnique, ont 35% de plus de possibilités d'être susceptibles de meilleurs résultats de rendement. Donc, et ça, c'était il y a 5 ans. Donc, imagine combien on a en plus évolué aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste une question idéologique pour dire on fait la bonne chose. Il y a données et chiffres à la main, même en termes de rentabilité.
Oui, puis si on regarde au niveau, je m'excuse, si on regarde au niveau, tu sais, souvent, on pose la question à nos employés, êtes-vous victime de grossophobie ou de discrimination? Les gens, souvent, ont tellement peur de perdre leur emploi qu'ils vont vous dire non, 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 tout va bien. Fait que c'est un sujet qui est un peu tabou. Fait que je pense qu'il faut aller l'aborder avec des campagnes de sensibilisation. Puis vous savez, de la grossophobie, là, on en fait tous. Hein? Vous allez prendre l'avion, vous prenez un petit avion avec 2 bancs de chaque côté, puis vous arrivez pour vous asseoir, puis il y a quelqu'un d'obèse à côté de vous qui prend votre banc à moitié, plus vous allez vous dire « le vol va être long ». Fait qu'on est tous grossophobes à nos jours. Fait que sachez que ça existe et c'est omniprésent partout. Donc, il ne faut pas jouer un petit peu à l'autruche en disant « non, moi, dans mon travail, il n'y en a pas ». Puis d'aller chercher l'information n'est pas nécessairement facile auprès des gens. Fait que je pense que c'est de prendre les devants comme employeur puis de dire, bon, on sait que ça existe, on sait que c'est là, comment maintenant je peux l'adresser avec les gens, puis ça va faire partie des solutions qui vont être discutées. On parlait tout à l'heure des gens qui souffrent justement de ce type d'exclusion-là. Puis je voulais vous partager un commentaire très intéressant dans le chat de Brigitte qui nous dit, qui apparemment a fait un sondage auprès d'employés s'identifiant à une diversité. Et elle rapporte que les propos haineux, les commentaires, les blagues inacceptables sont au premier rang. Et cela a des effets dévastateurs qui vont de ne pas réagir du tout à demander un changement d'équipe, quitter l'entreprise ou même aussi des choses qui se voient moins, être moins motivé, commencer à faire une dépression et les coûts sont énormes pour les gens et les organisations. Donc merci Brigitte pour ce commentaire. Ouais, moi j'aimerais qu'on aborde la partie solution parce que finalement on fait un constat là, mais qu'est-ce qu'on peut faire en vrai? C'est quoi les pistes de solutions? Mais je pense que, première chose, c'est de l'identifier. Je pense que quand on est conscient que le problème est là, je pense que c'est déjà le point de départ le plus important parce que souvent, on a des beaux documents bien montés qui disent oui, nous, on a un programme qui est en place où on a le chapeau, mais le chapeau n'est pas nécessairement mis, il n'est pas discuté, il n'est pas abordé. Fait que la sensibilisation, elle est très, 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 très importante. Il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est une maladie chronique pour ma part et il ne faut pas oublier que ça l'amène la comorbidité, donc toutes sortes de complications. Fait que l'investissement, elle est importante pour vos employés. Fait que de n'en parler avec eux, de mettre des campagnes de disponibles, de leur mettre des infolettes, des capsules qui vont expliquer c'est quoi, par exemple, la grossophobie ou toutes sortes de discriminations, juste pour sensibiliser au fait que tout le monde sur la Terre a, une fois de temps en temps, un jugement sur un sujet. Pour qu'on puisse avoir un peu une introspection aussi sur le sujet, de dire, bien, regardez, nous, dans notre entreprise, on a des mesures qui sont là. On veut que vous ayez envie d'en parler si vous vous sentez jugé ou que vous sentez que vous êtes victime de discrimination, pour pas que ça soit tabou. Donc, je pense que c'est important d'organiser des activités. Moi, je vous donne un exemple. Mon voisin d'à côté de Palier, là, qui est un condo à côté de nous, qui font du développement informatique. Et un des gens qui travaillent là, il est suivi à la clinique, puis on parlait un petit peu d'activité physique, ils n'ont jamais le temps, sont assis devant l'ordinateur, et a discuté avec ses patrons qui sont venus nous rencontrer, et ils ont mis en place 2 fois par semaine, de 11h à 11h45, une séance de yoga. C'est pour tout le monde, c'est obligatoire. Tout le monde fait du yoga, comme on peut. Et ça leur permet, ils m'ont dit, c'est incroyable le bien-être des gens. Et la rétention au niveau du travail sur la performance l'après-midi sont beaucoup plus concentrés. Donc, le bénéfice, il est là pour l'employeur puis pour la qualité de vie au travail. Fait que je pense qu'il faut mettre en place des mesures. Il ne faut pas avoir peur d'en discuter. Je le sais que c'est tabou, donc de parler d'obésité, ça fait peur. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre le mot obésité. Il y a des gens qui veulent entendre parler de poids. Il y en a d'autres qui disent là, on va appeler un chat par un chat, puis de l'obésité, c'est de l'obésité. C'est vrai que c'est un peu touché. Ayez pas peur d'organiser des fois des conférences sur des sujets avec des professionnels qui vont venir dire, bien, regardez, on va aborder un sujet qui est tabou, on va parler d'obésité, on va parler de discrimination quelconque. Donc, ayez pas peur d'organiser des trucs, de discuter. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Mais la solution première, c'est de donner accès aux gens à des ressources. Donc, avoir accès à des professionnels experts dans le domaine, par exemple, en obésité, mais d'avoir accès aussi dans vos programmes d'assurance à
un remboursement pour la nutritionniste, pour l'infirmière, pour le kinésiologue, puis pour la médication. C'est ce qui va nous permettre aussi, parce qu'on a bien beau dire, on a des programmes en place, les chaises sont adaptées, mais la comorbidité, elle est là pareil. Fait qu'il faut que vous donniez aussi à vos patients la possibilité d'avoir accès à des ressources. Alors, on parlait de communication tout à l'heure. Moi, je pense que la communication, c'est un enjeu dans tout ça, parce que c'est délicat, comme tu le disais, Tammy. On parle d'obésité, mais sur d'autres sujets, enfin, aborder la diversité et l'inclusion, c'est très délicat. En fait, autant en termes de solutions, et donc, parce que la communication est une des outils qui véhicule après la solution, je suis absolument aligné avec ce qui dit Tammy, et elle parle d'obésité, elle parle de sensibilisation. Donc moi, si je prends ça et je l'élargis vraiment à toutes sortes de diversité possible, qu'il soit de genre, d'orientation sexuelle, qu'il soit raciale ou quoi que ce soit, dans toutes les expériences que j'ai avec mes clients en entreprise, en fait, il y a deux éléments qui se relient à la solution et à la communication. Quand on parle de sensibilisation, en fait, on parle finalement de formation. Il faut parler, il faut former les gens, il faut les éduquer. Si tu es en entreprise et tu as un problème financier dans tes chiffres, qu'est-ce qu'il fait la finale? Le département des finances, il va prendre un consultant en audit, ils font le contrôle interne, ils font un audit, ils se font accompagner. En diversité et inclusion, c'est la même chose. Il faut avoir la volonté managériale d'entreprise d'allouer des investissements et se faire accompagner. Et il y en a plein d'experts là-dedans. Je ne suis pas en train de me faire moi-même un speech de vente. Je suis vraiment en train de dire il faut se faire accompagner parce qu'une organisation, c'est quoi? Moi, je dis toujours, une organisation, c'est un organisme. Un organisme, c'est une entité vivante qui change, qui se modifie et est faite par des individus. Votre organisation, c'est vos individus. Donc, il faut les accompagner. Il faut les accompagner on the top et on the bottom, en haut et en bas. En bas, c'est-à-dire faire de la formation, faire de la sensibilisation, avoir des actions concrètes. Mais ça, c'est autant important en bas, mais en haut. S'il n'y a pas une volonté managériale, de leadership, d'avoir cet virage culturel dans une entreprise, c'est vraiment un virage culturel, changement organisationnel de je mets la priorité, dans mes axes de priorité, je mets des actions, je mets des programmes et donc des investissements. On va échouer. Il faut les faire. Et donc, à partir de là, il y a les actions concrètes, c'est clairement aller former. Moi, je me suis fait contacter et un de mes mandats a été clairement par une entreprise dont les gestionnaires avaient dans leur département tellement de gens qui venaient de toute origine, toute religion, toute ethnie culturelle différente. Effectivement, ils voyaient qu'il y avait une difficulté à que les personnes s'intègrent. Chacun était dans son bord et ça a amené un environnement pas performant et un environnement de pas d'intégration. Et donc, ces gestionnaires, et c'était génial parce qu'eux-mêmes ont levé la main auprès de leur directeur pour dire « Écoutez, on ne sait pas quoi faire, on n'est pas outillé. Donc, il faut travailler, il faut aller chercher cette expertise. Il faut que l'organisation le mette dans leurs priorités. » Mais on a un commentaire d'ailleurs qui va dans ce sens dans le chat qui dit oui, la formation, mais voilà, cette personne est tout à fait d'accord avec toi, David, pour dire que ça vienne du haut, de la haute direction, que ça soit dans la stratégie de l'entreprise et qu'à partir de là, on met en place des plans de formation, des plans de communication, des activités, une gouvernance, mais voilà, il faut que ça vienne du haut. Puisque ça, à mes clients, je dis souvent, dans les solutions, il y a plein de pistes de solutions en termes de l'attitude de l'environnement, des prises concrètes de paroles et d'actions, mais je recommande toujours à mes clients, et on travaille, le leadership team doit toujours donner l'exemple. Tu dois incarner la diversité et l'inclusion dans l'entreprise, autant au bureau et même en dehors. Et donc, dans tout par exemple, les meetings nationaux, dans tous les événements corporatifs d'une certaine envergure, mettre à l'avance, incarner, faire voir que tu donnes de la promotion à des gens qui sont de couleur, à des femmes, à des gens qui sont représentatifs de la minorité, à la madame comme la cliente de Tammy qui est surpoids, mais ce n'est pas parce qu'elle est surpoids et est moins performante, au contraire.
Donc, vraiment, tu donnes ces outils et la personne se sent valorisée, elle va être beaucoup plus performante et reconnaissante. Donc, il y a vraiment un travail d'acceptation intérieure et créer cet environnement qui te permet d'accepter. Et j'ai adoré ce que tu as mis par rapport aux assurances. Et c'est large, pas juste pour l'obésité. Souvent, il faut considérer, est-ce que mes employés peuvent aller chercher un soutien, souvent c'est psychologique, mais d'autres professionnels, qui est couvert par les assurances, qui rentrent en fait en relation avec leur sphère de personnel qui peut être en cause des soucis. Donc, avoir un programme, s'assurer d'avoir un programme en place d'assurance corporative ou d'autres genres de support est par exemple hyper important. C'est un geste concret qui peut être mis de l'avance, qui peut être communiqué. C'est ce que j'avais dit, c'est bien beau mettre des plans, mais il faut que les plans aient des solutions concrètes avec des plans d'action concrets. Des plans d'action et communiquer sur ces plans d'action, communiquer sur le fait qu'ils existent et qu'ils sont à disposition. Et des fois, c'est beaucoup... Vas-y, je t'en prie. Je disais, des fois, c'est beaucoup moins sorcier de ce qu'on pense parce que moi, je parle beaucoup dans mon travail de aller connaître votre monde. Oui. Ce qui ne veut pas dire rentrer dans la vie personnelle, intime de vos employés, ça leur appartient. Mais aller les connaître, poser des questions, essayer de comprendre qui sont vos gens. Ils représentent, ils forment votre entreprise. Essayez de comprendre et de leur donner l'espace pour s'exprimer parce que des fois, c'est pas parce que je te colle, moi, un meeting et tu es obligé avec un agenda, puis c'est pas là que peut-être naturellement tu t'ouvres sur des sujets difficiles comme la participante qui parlait du sondage. Déjà, génial qu'il l'ait fait. Ça donne, c'est une action concrète. Ça donne la possibilité de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas parce que j'ai un meeting régulier one-on-one avec mon employé que c'est ça le cadre où la personne peut se sentir à l'aise de s'ouvrir. Donc, il faut aller voir derrière. Tu sais, si on regarde, par exemple, l'absentéisme, je m'excuse, David, je t'ai coupé, mais si on regarde l'absentéisme au travail, au lieu de taper ses doigts de l'employé, c'est de savoir pourquoi il est toujours absent. Fait que s'il est absent parce qu'il n'est pas bien dans son cadre de travail, parce qu'il est victime de discrimination ou peu importe, je pense qu'il faut aller voir derrière aussi tout l'enjeu derrière les préjugés des gens. Fait que, puis, je pense que la partie concrète, elle est super importante. Puis, tu sais, vous allez avoir des bâtons dans les roues. On regarde juste quand Obésité Canada, le 4 août dernier, a mis en avant-plan les nouvelles ligues directrices canadiennes en obésité et qu'on a vu la recommandation qui dit oui, l'obésité est vraiment une maladie chronique et on a vu plein de gens atteints d'obésité qui ont dit non, on ne veut pas que ce soit reconnu comme une maladie parce qu'on va être étiqueté. Le but n'est pas d'étiqueter les gens, bien au contraire, c'est donner accès à des ressources, donner accès à de la médication, donner accès à des moyens pour pouvoir gérer la maladie, empêcher tout ce qui est comorbidité, puis empêcher un paquet de problèmes au niveau société aussi. Je pense que c'est important que ce soit concret surtout. Mais ça prend un diagnostic, comme tu disais, puis je fais vraiment le parallèle avec les démarches qu'au groupe Entreprises en santé, on promeut, la démarche Entreprises à santé. Il y a des principes, il y a plusieurs principes de base, mais parmi les piliers, c'est le soutien de la direction, donc montrer, d'avoir ce leadership-là, d'aller cette volonté qui soit communiqué en plus aux entreprises. Il y a une volonté d'aller faire des démarches en santé ou en diversité et inclusion, puis d'aller prendre le besoin, d'aller voir ce qui se passe. Effectivement, on retrouve vraiment ces éléments-là dans vos réponses et je trouve ça vraiment intéressant. Oups. Oups. C'est pas juste moi. Non, Véronique, on t'a perdu. On rentre dans le vif du sujet question et on la perd, mais on a confiance qu'elle va revenir. Mais bon, pendant qu'on l'attend pour répondre à Tammy sur ce qu'on était en train de dire, des fois c'est vraiment... Ah, voilà, tu es revenu. Je suis revenue. Parce qu'on t'a perdu. Vous m'aviez perdu. Ah, alors voilà. Oups, je pense qu'on l'a encore perdu. Ouais. Encore un petit peu moins de si on regarde un petit peu dans les questions, parce qu'on voit le chat, nous aussi, là, je pense qu'il y a une des questions qui disait c'est bien beau investir dans un mobilier, mais comment on gère la partie
un peu de l'inclusion par rapport à tout ça, bien, c'est de ne pas avoir peur d'en discuter. Je pense que oser discuter avec les gens, la sensibilisation, elle est là, mais dire, regarde, bonjour, je m'en viens voir dans ton environnement de travail, est-ce que tu es confortable, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Puis peu importe le type de personnes, des gens qui ont des troubles visuels, est-ce que l'écran est trop petit, as-tu besoin de quelque chose de plus grand? Fait que je pense que l'environnement de travail, elle est là, puis si vous prenez le temps d'aller voir les gens, puis de poser des questions, puis de vous assurer de l'environnement, ça l'amène aussi au niveau du travail, une perception que la personne elle est importante pour vous, puis qu'il n'y a pas juste un numéro au niveau des RH, mais qu'il y a un individu qui est important pour qui vous avez de la considération. Fait que je pense que c'est important. Et pour ce genre d'intervention, je suis absolument d'accord, Tani, qui soit pour le setting du travail ou sur d'autres domaines, ce qui est fondamental, c'est que oui, vous faites l'action, vous faites l'investigation, les sondages, c'est hyper important d'avoir clair et de communiquer c'est quoi votre intention. Pourquoi je suis en train de le faire. Parce qu'en fait, vous envoyez au même temps le message et les gens comprennent que derrière, il y a une intention. Ce n'est pas juste comme ça, tu es plus confortable à ta chaise ou comme ça, tu peux t'exprimer et au lunch, tu parles de ton week-end avec ton copain ou ta copine qui a la même orientation sexuelle sans te sentir brisé. Donc, tu peux t'exprimer, mais expliquer que derrière, il y a la volonté, l'intention managériale de leadership de le faire pour s'assurer que chacun puisse avoir un environnement où se sent à l'aise et s'exprime. Donc, il y a un avantage autant concret, mais parce que derrière, il y a cette volonté. Et là, ça change la donne. Vous devez avoir clair et exprimer l'intention de pourquoi vous faites ces gestes. Sinon, encore là, vous manquez juste une opportunité pour encore plus avoir un impact au sein de votre gens. J'ai des questions. On va passer à la séance de questions-réponses. Il y a quelques questions dans le chat. Amélie qui demande qu'est-ce que l'employeur pourrait faire s'il voit un problème d'exclusion avec une minorité dans l'entreprise. L'adresser. Alors, comment on l'adresse? Bien, je pense que tout dépendant du problème qui est présent, je pense que David a peut-être plus d'exemples que moi, mais par exemple, si on a un problème de grossophobie, c'est de sensibiliser les gens. Premièrement, c'est d'aller chercher l'information, de véhiculer l'information, comme quoi dans notre entreprise, on entend de la discrimination, du jugement, on veut l'adresser, puis voici, souvent on a des jugements parce qu'on a un manque de connaissances. Fait que la formation, elle est importante, dire, bien, regardez, ce midi, c'est obligatoire, tout le monde, on a un petit dîner, meeting, on a quelqu'un qui vient nous parler de diversité ou d'obésité ou peu importe, parce qu'on pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, ce qui nous amène à avoir du jugement sur nos collègues. Fait que de l'adresser, je pense que c'est important. La formation, c'est le manque de connaissances qui fait qu'on a des jugements ou le manque de confiance en soi qui fait qu'on a du jugement. Tout à fait d'accord. Et c'est vraiment la formation. Après, ça peut se décliner, la question est large, on ne connaît pas le contexte, mais après, ça peut se décliner des petits déjeuners, des midis, capsules formation. Ça peut se décliner à former spécifiquement les gestionnaires pour les outiller sur la situation spécifique. Et après, eux, ils peuvent le redescendre à cascade avec des activités d'équipe. Donc, eux, ils sont par contre outillés déjà pour faire face. Et puis, tout le monde reçoit une formation ensemble. On peut y avoir des workshops, donc les workshops, des ateliers, qui par rapport à formation, ça veut dire, formation, c'est plus passif, je reçois l'information et je vais connaître, donc par rapport au biais que j'avais avant. L'atelier est beaucoup plus interactif, donc je t'amène dans une dimension où je vais avoir l'expérience. Ça, c'est très formant et échangeant parce que normalement, je me mets un peu dans les bottes de la personne et donc de la minorité. Ça, c'est vraiment très puissant quand je fais une entreprise parce que même la personne un peu récalcitrante ou non, mais moi, absolument, moi, je ne suis pas du tout raciste. Moi, au contraire, moi, je suis un allié. Puis tu l'amènes dans la dimension inconsciente de non, mais regarde, en fait, oui, tu l'es. Pas volontairement, mais tu perpétues des actions. Et alors là, ça change la donne. Donc, tous ces genres d'activités, de formation, d'ateliers, d'information, c'est exactement comme ça qu'on va l'adresser. Il ne faut pas les cacher, il ne faut pas viser la personne spécifique, juste « Ah oui, on parle parce que la personne, Samuel ou Amélie, ils ont un problème. » Non, c'est pour la globalité de notre entreprise.
Une dernière question, oui, je pense qu'il nous reste un tout petit peu de temps, que je la retrouve, qui était en début de panel. Oui. Avez-vous des conseils pour poser des questions en entrevue pour qu'elles ne passent pas comme de la discrimination? Parce que ça peut parfois être délicat. Merci Marouane pour cette question. Difficile, hein? Tu as une minute. Oui, je n'ai des conseils. Et la liste pourrait être longue. Oui. Donc, là encore, c'est un peu large et ça serait intéressant en plus de dire, pour éviter de la discrimination, donc déjà, c'est quoi les soucis d'être discriminatoire dans les processus d'embauche? Mais pour répondre de façon assez claire et spécifique, moi, je recommande toujours poser des questions qui vous permettent en fait de connaître la personne et de donner à la personne la possibilité de s'exprimer. Donc, encore là, tout en restant dans un cadre professionnel et pas invasif, on ne veut pas connaître les choses personnelles du candidat, mais essayer de connaître les candidats au-delà juste de son skill set et de son background. Donc, des questions peuvent être vraiment, qu'est-ce qui vous passionne au-delà de votre travail? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre emploi? Et puis, essayez d'être clair et n'ayez pas peur du tabou. Qu'est-ce qui vous permettrait, par exemple, une question, ça pourrait être, qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir à l'aise et pas dans un environnement discriminatoire? Quels sont les critères pour vous pour juger que votre employeur est un employeur ouvert à la diversité et à l'inclusion? Vous posez la question au candidat. Vous ne risquez rien. Au contraire, vous donnez, vous exprimez que vous êtes intéressé à ça, donc vous y tenez. Probablement, vous mettez en place des choses et, chose encore plus importante, vous avez les suivis et la réponse du candidat. Donc, et ça anime la discussion. Ça amène quelque part à quelque chose d'explorer. Donc, vous n'avez pas peur de poser des questions qui font en sorte de connaître la personne. Parce que le pire qui peut arriver, et j'ai passé 14 ans en RH, le pire qui peut arriver, c'est vous embaucher parce qu'il y a tout de beaux paramètres et parce que les candidats veulent se vendre comme « Ah non, 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 le parfait candidat ». Vous voulez vendre comme « Oui, c'est le parfait poste ». Et puis, il y a un mismatch quand la personne entre à l'emploi parce que finalement, pourquoi? Parce que vous n'aviez pas investigué qui vous êtes et qui nous on est. Mais il ne faut pas oublier, on l'a vu dans la vidéo, les gens arrivent des fois déjà avec une intention de discriminatoire. Je vous donne un exemple. Quand on cherchait une deuxième secrétaire à la clinique, on a passé des entrevues et moi, je commence toujours par m'exprimer. Moi, je suis qui? C'est quoi la vision de l'entreprise? Et tout ça, je pense que c'est important que les gens voient s'ils fit avec moi avant que je vois si eux fit avec nous. Et la dame m'avait dit « Oh mon Dieu, je suis obèse, je ne peux pas être secrétaire chez vous. » Je lui ai dit « En quoi ça change quelque chose dans vos compétences? » Puis on a adressé ça. Pourquoi pour vous, est-ce que ça serait discriminatoire, votre poids? À chaque fois qu'il y a quelque chose où là, je serais en premier plan, bien, vous n'allez pas me prendre pour ça. Non, moi, je ne suis pas là pour l'image. Je suis là pour ce que vous dégagez. Puis vous semblez quelqu'un de gentil, accueillante. Vous avez beaucoup de leadership. C'est ce que je recherche dans mon équipe. C'est au-delà de ça, qu'il faut l'adresser parce qu'oubliez pas que c'est omniprésent dans la tête des gens. Dans la vidéo, ça le disait, hein, les gens ont déjà l'idée de ne pas être pris avant même l'entrevue. C'est pas dans nos propos, la discrimination, elle est déjà anticipée. C'est ce qui ramène exactement au premier. On n'a plus beaucoup de temps, je voulais juste terminer là-dessus parce que j'aimerais bien un petit mot vous garder encore pour le petit mot de la fin. Mais oui, c'est ça, c'est adresser, hein, c'est ça qu'on comprend, c'est adresser la transparence sur les valeurs aussi de l'entreprise. Et en tout cas, merci pour ces réponses. Je pense qu'on aurait pu passer encore une heure entière à vous écouter. Un mot de la fin, chacun, allez, un petit 15 secondes, c'est quoi les tendances que vous observez? Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? C'est quoi votre vision là, de ce qui s'en vient pour les prochaines années? Moi, je suis très optimiste parce que je les vois, la conjoncture, peu importe le pourquoi, les entreprises ont reconnu et reconnaissent que c'est important et c'est un enjeu. Si tu ne travailles pas sur tes plans de diversité et inclusion, tout va être out of the game. Il y a un article hyper intéressant à LinkedIn, il fait voir combien dans les 5 dernières années, les postes en diversité et inclusion ont augmenté de 75%.
75%. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'en parlait même pas. Aujourd'hui, les entreprises recherchent Chief Officer Diversity, directeur de diversité et inclusion. Donc, c'est pas juste après, c'est pas juste j'ai le poste, j'embauche, je suis à l'aise, mais c'est sûr que c'est positif parce que les entreprises comprennent l'importance et donc on souhaite, ils veulent y investir pour avoir des programmes qui font avancer dans cette direction. Camille, un mot de la fin. Donc, pour ma part à moi, je pense que oui, je suis optimiste, premièrement, parce que maintenant, l'obésité est reconnue comme une maladie chronique. Donc, on va avoir des ressources. Et j'espère de tout cœur que les entreprises vont mettre en place des programmes pour permettre aux gens d'avoir de la formation, pour démystifier tout ça, pour diminuer la grossophobie, pour qu'on puisse avoir des environnements de travail adéquats, mais qu'on permette aussi aux patients d'avoir accès à des ressources comme les professionnels de la santé qui sont spécialisés dans le domaine, accès à la médication, accès à des thérapies cognitivo-comportementales pour changer un peu, pour permettre aux patients d'être épanouis au niveau de son travail également. Merci beaucoup, Tammy et Davidé. Je remets voilà, un petit peu votre profil à l'écran. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir pour ce sujet de la rentrée. Moi, c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur et personnellement, je suis ravie d'avoir pu l'organiser avec vous deux. Un petit mot de la fin. On a un programme chargé dans nos agendas au groupe et dans le cadre de la quinzaine, justement, si vous voulez en savoir un petit peu plus et peut-être d'un point de vue de l'éthique, la prévention du harcèlement au milieu de travail, on est toujours dans notre sujet de notre quinzaine. Le 24 septembre, il y aura une formation qui sera offerte par une avocate de JuryPop. Et je pense que ça sera une belle occasion d'aller peut-être un petit peu plus loin dans le sujet, en tout cas pour aborder d'autres thèmes. Un événement spécial, 28 septembre, une discussion avec le docteur Horacio Arruda et notre président et fondateur Roger Bertrand. Donc, soyez à l'affût le 28 de 13h à 14h. On se fera un grand plaisir de pouvoir poser des questions au docteur Arruda. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit, envoyez-nous vos questions. Et un webinaire le 29 septembre sur la pleine conscience pour opérer un leadership bienveillant. Voilà, un beau programme en perspective pour notre mois de septembre. Moi, c'est ça, avant de vous quitter, je voulais vous dire de rester connecté avec nous au groupe Entreprises en Santé. On est une communauté, on aime vous entendre, on aime avoir vos impressions, vos idées. Écrivez-nous sur le groupe Facebook, sur le LinkedIn, vous avez notre adresse courriel également. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Et puis, enfin, un merci à nos partenaires, voilà, sans qui tout ce qu'on fait au groupe aujourd'hui ne serait pas possible. Donc, merci à tous nos partenaires. Merci encore, Tammy et Davidé. Ça sera, voilà, je vous souhaite bonne route, bonne continuation dans vos missions, vos belles missions respectives et bonne journée à tous nos participants. J'espère qu'on aura répondu à vos attentes. À très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.